Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de votre émission Sur la brèche. Le docteur Jean-Hubert Bazé est l'invité de ce dimanche. Enseignant, écrivain et journaliste, il a notamment occupé les fonctions de directeur de la presse présidentielle et de directeur général de la presse écrite. Ancien député du CNT, le Conseil national de la transition, le docteur Bazé est le président de la Convergence de l'Espoir, un parti politique d'obédience sankariste. Docteur Bazé, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Je commence par vous dire bienvenue chez vous, Merci. dans votre maison. Parce qu'il y a de cela 39 ans, une quarantaine d'années en tout cas, vous avez été présentateur du journal télé. Aujourd'hui, quel sentiment vous éprouvez en revenant à la RTB et en étant de l'autre côté du micro? Je peux dire qu'il y a une satisfaction parce que les choses ont considérablement progressé. Je me rappelle quand je faisais la télé, c'était de l'autre côté, vers le Conseil de l'Entente. La maison de la radio. La maison de la radio. Et ceux qui faisaient la télé faisaient la radio à la fois. Voilà. Ils étaient programmés pour faire la télé et pour faire la radio. Et à l'époque, nous recevions des bandes de la coopération française avec des commentaires tout faits. Et le matériel était véritablement primaire. Je me rappelle, j'étais le premier à déconnecter la bande sonore et à appliquer les commentaires et des présentations dans l'esprit africain, pour ne pas dire voltaïque, et à adapter les images à notre actualité, en les sélectionnant aussi. Donc, véritablement, les choses ont changé en bien. Et il y a beaucoup plus de journalistes, il y a beaucoup plus de matériel, même si ce n'est pas suffisant. Et la dynamique informationnelle est véritablement entrée dans l'esprit burkinabé, parce qu'à l'époque, on diffusait 2-3 jours sur 7, et juste 3 à 4 heures, pas plus. Maintenant, c'est en continu. Alors, journaliste de presse écrite, homme de radio, journaliste de télévision, il serait fastidieux de revenir sur votre longue et riche carrière professionnelle. Mais je voudrais cependant que l'on s'arrête sur l'expérience de l'intrus et son maniement de la satire sous la RDP, la Révolution démocratique et populaire. On disait du père de la Révolution burkinabé qu'il était très porté par sur les médias, disons. Est-ce que vous direz que dans l'apparition de l'intrus, il a joué un rôle quelconque? Je dis oui. Je dis oui. L'expérience de l'intrus, c'est la rencontre d'un dirigeant qui s'intéressait à l'information et d'un professionnel qui était ouvert à la création journalistique. Vous vous rappelez que c'est Thomas Sankara, en tant que secrétaire d'État à l'information, qui m'a nommé directeur général de la presse écrite aujourd'hui, les éditions Sidoya. Et à l'époque, il y avait une colonne dans l'hebdomadaire Carrefour africain qui s'intitulait Clin d'œil. Et il y avait des billets qui se faisaient. Et je faisais les billets, mais ils participaient aussi à la rédaction de ces billets. Et je les publiais sans qu'ils ne les signent. En tant que secrétaire d'État à l'information. En tant que secrétaire d'État à l'information. Il faut dire aussi qu'il y avait déjà une certaine amitié qui s'était installée entre lui et moi. Et ensuite, avec l'évolution, il y a eu d'abord l'intrus dans Sidoya. Voilà. Quand on a créé le quotidien Sidoya, il y a eu une colonne où il y avait l'intrus dans Sidoya. Et il écrivait, j'écrivais. Barry David, qui était directeur général à l'époque, peut en témoigner. Et c'est cet intrus dans Sidoya, cette colonne qui faisait vendre beaucoup le journal. À un moment donné, il a fallu se retirer des colonnes de Sidoya pour créer l'intrus. Et c'est moi qui ai été la cheville ouvrière de l'intrus parce que j'étais à la fois le directeur de publication, le rédacteur, j'organisais le contenu et c'était publié à l'Imprimerie nationale. Véritablement, il s'est associé au contenu.
je peux le dire, et il avait une belle plume. Le 15 octobre 1987, le président Thomas Sankara meurt assassiné. Le Front populaire est proclamé et entend approfondir la révolution d'octobre, mais l'approfondissement annoncé finalement ne voit pas véritablement le jour. Qu'est-ce qui s'est passé et quelle est votre vision de l'histoire en tant que témoin et acteur de l'histoire de la révolution d'août 83? Oui, il y a tellement de choses qui ont été dites et il y a tellement de choses qui continuent d'être dites sur la révolution d'août 83. J'ai eu à les côtoyer tous les deux, autant Blaise Compaoré que Thomas Sankara. J'étais beaucoup plus proche de Sankara que de Blaise Compaoré, mais j'ai vécu ces moments merveilleux d'une amitié extraordinaire et d'une solidarité entre 4 personnes, si j'ajoute Henri Zongo et le commandant Lengani. Et par-delà la révolution en tant que telle, c'était l'aventure d'une amitié collective. Et je l'ai vécu intensément. Je peux dire que cette aventure a commencé bien avant le 4 août 83. Ces officiers avaient été arrêtés à un moment donné. On les avait mis sous surveillance. Je me rappelle que Thomas Sankara était dans sa villa à côté du stade municipal, maintenant stade provincial. Et Joseph Konombo l'actuel stade Joseph Konombo. L'actuel stade Joseph Konombo. Et Lengani était aussi sous surveillance. J'ouvrirai un peu la page de l'histoire pour dire que il y a le gouverneur qui était le secrétaire général adjoint des CDR, Yenkil Mité, qui venait rendre visite à Sankara. J'ai assisté à leurs entretiens et c'est chez Sankara que se réfléchissait la lutte. Et je me rappelle très bien, et je vous le dirai en première, quand j'étais allé voir le commandant Lengani, il avait dit nous allons changer de stratégie. Donc la coordination se faisait entre les responsables de la révolution. On ne peut pas dire que c'est un tel, parce qu'il avait les armes qui est descendu sur Ouagadougou et qui a amené la victoire. Donc c'était véritablement une équipe. Et quand le drame du 15 octobre est arrivé, tout le monde, je dirais bien tout le monde, sauf ceux qui ont agi dans ce sens, tout le monde était plus ou moins surpris et déçu. Et à travers toute l'Afrique, c'était aussi la déception. Parce qu'il n'y avait pas que la dimension militaire et politique, il y avait la dimension morale. Et c'est cette dimension morale qui continue de s'affirmer et qui continue de révolter les gens. Il dit c'est pas possible qu'une amitié se termine de cette manière. Justement, il s'est dit que vous, les intellectuels, vous avez joué un rôle assez trouble dans ce qui est arrivé. Je ne sais pas ce que vous entendez par trouble. J'ai essayé d'être honnête autant que possible. Et je faisais les chroniques du Burkina. Et quand les CDR déconnaient, comme on dit, je ne manquais pas de les épingler. Je peux même dire que au secteur 30 où j'habitais, les CDR avaient arrêté ma femme et l'avaient mise au frais avec 2 de ses camarades parce qu'il y avait eu un problème de torture et qu'il y avait eu un décès. Et je m'étais érigé contre ce fait. C'est pour dire que cet engagement n'est pas un engagement purement verbal. Je pense aussi que Sankara était très courageux en dénonçant les CDR, mais en ne jetant pas l'eau, le bébé avec l'eau du bain. Je dirais même qu'au niveau de la presse écrite, les CDR étaient montés contre moi, ils avaient écrit contre moi, et à un moment donné, quand Sankara a commencé à dénoncer le comportement de certains CDR, les écrits qu'ils m'avaient envoyés, certains sont allés voir la secrétaire pour retirer du chrono ces écrits. Malheureusement pour eux,
chaque écrit qui arrivait, je le photocopiais et je le gardais dans un chrono personnel. C'est pour dire que, véritablement, c'est un combat qui était du quotidien. Et si vous êtes engagé, si vous êtes honnête avec vous-même, vous ne pouvez pas ne pas recevoir des coups. Il y a aujourd'hui cette question récurrente de l'unité sankariste qui reste posée depuis longtemps, 30 ans en tout cas. La question, je l'ai posée à Maître Benoît Sankara, qui était assis ici à votre place, à Alexandre Sankara, à Valère Dieudonné Sommet, à Smoké, entre autres, à Jonas Sien, d'autres en tout cas acteurs de la galaxie sankariste, si on peut le dire ainsi. Qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qui vous divise fondamentalement? Bon. Je continue de me battre et j'essaie de défendre les valeurs qu'on dit sankaristes. Là encore, il y a des témoins pour vous dire que j'ai été le premier à utiliser le terme sankariste. Sankariste représente l'ensemble des valeurs de la révolution incarnées par Thomas Sankara. La sankarité, c'est quand vous vous comportez conformément à ces valeurs. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça signifie. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Je me réjouis du fait que beaucoup de personnes découvrent ou redécouvrent la pensée de Thomas Sankara et les valeurs qui ont conduit à sa mort parce qu'il les a défendues jusqu'au bout. Et je souhaite que chacun fasse l'effort de se comporter comme il l'aurait fait lui-même. Et je ne demande pas qu'il y ait une identité entre les militants dits sankaristes et ce que Sankara a été. C'est dans l'effort que l'on peut dire que X, Y ou Z est méritoire. En dehors de cette volonté d'incarner ces valeurs, je dirais que c'est un mouvement naturel. Hein. Quand il y a un grand homme, il y a plusieurs convives au repas. Et quand il y a des difficultés, il y a un qui se tapisse. Et quand on a tué le lion, il y en a un qui arrive avec le fusil, qui met le pied sur le lion et qui se font photographier. Il faut dire que c'est eux qui ont tué le lion. Bon. Il y a du tout dans le monde et je souhaite que le combat continue, mais je suis admiratif devant l'engagement des jeunes, devant leur volonté à faire comme Thomas Sankara, devant cette passion pour le peuple, leur engagement, la gratuité de cet engagement-là et la volonté de défendre cet idéal jusqu'à la mort. Mais justement, on fait le constat que la mouvance sankariste n'arrive pas à récolter les dividendes politiques de cet engagement de la jeunesse pour la cause de Thomas Sankara. Vous savez, il y en a qui inscrivent leur action dans l'immédiateté. On ne peut pas semer aujourd'hui et vouloir récolter demain. Nous-mêmes qui sommes dans l'adversité depuis une trentaine d'années, nous avons reçu des coups. Il faut continuer de recevoir les coups et il faut projeter, avoir des perspectives. Quand vous commencez un voyage pour aller à Coupéla, ce n'est pas au bout de 3 pas que vous allez vous asseoir. Ou bien vous n'allez pas bifurquer pour aller ailleurs. Les grandes batailles s'inscrivent nécessairement dans la durée et dans le sacrifice. Avant d'aborder la critique de l'actualité nationale et internationale, je voudrais que l'on revienne sur un fait récent. Il s'agit de ce meeting de protestation organisé par l'opposition contre la gouvernance MPP et alliés, tenu le 29 avril dernier à la Maison du Peuple de Ouagadougou. Ce meeting a été l'œuvre du CEFOP, certes, mais dites-nous, qu'est-ce que la convergence de l'espoir a en commun avec, on va dire, le CDP et ses alliés de la mouvance présidentielle sous le régime Compaoré pour se retrouver ensemble derrière une même plateforme? Bon, il faut placer notre action en perspective. Nous venions de sortir des élections où il y avait la coalition qui
défendait les propositions de Zéphirin Diabré et nous avons épousé ces propositions-là. Et malheureusement, il n'a pas été élu et nous avons courageusement été félicités le président élu dès l'évidence de son élection, parce qu'on n'avait pas encore proclamé officiellement les résultats. Et nous avons continué à lui faire confiance. Et nous avons créé ce qu'on appelle la CFDC, la Confédération des forces démocratiques pour le vrai changement, où se retrouvent la plupart des partis qui l'ont soutenu pendant sa campagne présidentielle. Qui ont soutenu Zéphirin Diabré. Voilà. Il se trouve que les textes disent que un parti peut se proclamer de l'opposition. Mais nous ne pouvons pas dire à un parti de ne pas se réclamer de l'opposition. Quels sont les critères? C'est uniquement dit qu'on est de l'opposition. Et c'est pourquoi au sein de l'opposition, nous avons créé la CFDC qui a une cohérence, qui a une vision et qui épouse les propositions du président Zéphirin Diabré. Mais la CFDC, par rapport au groupe qui le soutenait, la CFDC a une perspective et non une décision de soutien d'un individu. C'est un groupe cohérent avec une vision qu'il défend. Est venue la CODER. La CODER comprend les partis de l'ancienne majorité. De l'ancienne majorité. Essentiellement. Plus la NAFA. Plus la NAFA. Et il se trouve aussi que la CODER a une particularité. Le député de façon autrement est dans la majorité présidentielle à l'Assemblée. Mais le parti se réclame de l'opposition. Bon, vous voulez qu'on fasse quoi? La CODER a des membres dans l'opposition, dans le cadre du CFOP, du chef de file de l'opposition. Donc, vous voyez que c'est assez complexe, ce qui fait que les gens ne comprennent pas. Justement, en français facile, pour les citoyens lambda, le constat qu'on fait, c'est que si vous vous retrouvez ensemble pour proclamer les mêmes slogans, applaudir les mêmes discours, c'est que vous avez une vision commune. Nous avons déterminé effectivement une plateforme minimale, c'est-à-dire des points sur lesquels nous nous entendons et pour lesquels nous sommes prêts à nous battre. Et la dernière rencontre à la Maison du Peuple a exposé ces points sur lesquels nous sommes d'accord. Nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais nous sommes d'accord sur un essentiel que nous avons exposé. Et sur lesquels nous allons nous battre. Et sur lesquels nous nous battons déjà. Ce qui veut dire que la CODER a des particularités, a des intérêts qui ne sont pas les nôtres forcément au niveau de la CFDC, et qu'elle peut défendre de façon autonome. Oui, mais docteur Bazier, est-ce que ce jour-là, à la Maison du Peuple, vous étiez vraiment à l'aise au regard de ce qui a été votre parcours politique? J'étais à l'aise. Pourquoi? Parce que les points sur lesquels nous nous sommes entendus, ce sont ces points qui sont l'élément fondamental. On ne peut rien faire de manière dispersée. Cela ne veut pas dire que certains points qu'ils défendent sont pris en compte dans ma lutte. Mais il faut que le pays avance. Il faut que des critiques soient portées au pouvoir pour qu'ils comprennent qu'il faut améliorer l'existant. Et c'est ça qui est important. Et vous ne pouvez pas dire parce qu'un tel a une oreille un peu plus large que la vôtre, vous n'allez pas le suivre. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Il y a tellement de contraires. Même dans une famille, il y a des oppositions. L'essentiel est que nous puissions avoir une plateforme minimale qui prouve que l'opposition a une cohérence
et que cette opposition peut apporter sa contribution en termes critiques, en termes de vision, pour que le pays avance. Ce 26 mai, la première session parlementaire de l'année a pris fin. On retiendra le discours de clôture, notamment du président de l'Assemblée nationale, Salif Diallo, qui a fustigé l'agitation sociale qu'il trouve déplorable et contre-productive. Et il invite le gouvernement à la fermeté. Pour lui, clairement, les revendications catégorielles menacent à terme notre existence en tant que communauté étatique. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos du président Salif Diallo? Bien, je reviendrai à l'expérience de la Révolution d'août. Je me rappelle, c'était au Conseil de l'Entente. Thomas Sankara avait convié tous les ministres, tous les membres du gouvernement. La presse était là. Il avait dit, bon, voilà le projet de budget. Vous êtes de l'enseignement, vous dites, ah, c'est l'enseignement qui est l'élément fondamental de la société, il faut que nous réclamons notre part. Les autres disent, ah, la santé, ah, c'est quelque chose de vraiment important, sans la santé, chacun a défendu sa chapelle. Et Thomas Sankara dit, bon, voilà le budget, faisons la répartition. Comment on va faire? Et c'est ça qui est important, la transparence, la volonté d'associer tout le monde dans un débat qui concerne tout le monde. Mais à l'avantage de la Révolution, à l'époque, il y avait la question de la crédibilité des dirigeants. Ils étaient exemplaires. On ne peut pas demander un sacrifice à un peuple sans que ceux qui le demandent soient exemplaires. Et on ne peut pas vouloir privilégier un secteur donné parce qu'on s'est assis quelque part en se disant « Ah, il faut le faire ». Non, il faut amener les gens à participer à la réflexion. Mais justement, l'insurrection populaire s'est faite avec cette volonté d'instauration d'une république exemplaire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que cette république exemplaire n'est pas en chantier, qu'elle n'est pas en construction? Les Mossés disent que, littéralement, on reconnaît que le travail du champ collectif va réussir en voyant les préparatifs, c'est-à-dire les repas et tout le reste. Voilà. En d'autres termes, on sait qu'un mariage sera pompeux et beau en voyant comment les choses se préparent. Donc, tout dépend aussi du style, de la manière, des premiers pas. On dit qu'on critique trop vite et avec sévérité. Si vous prenez le chemin du marigot, ce n'est pas la même chose que le chemin du stade du 4 août. Voilà. Et c'est dans ce sens que je dirais que il faut avoir l'esprit du partage et de l'implication pas tout le monde en tant que tel, mais les premiers concernés. Il faut que l'engagement, le débat soit ouvert, afin que chacun se sente concerné. Si ce n'est pas le cas, je vous demanderai par exemple que si vous savez quels sont les critères qui ont conduit à la part du budget, au choix de la part du budget consacré à la santé. Vous ne pourrez pas le dire. Pour les militaires, vous ne pourrez pas le dire. Pour le social, vous ne pourrez pas le dire. Et c'est ce délitement-là, ce recul par rapport aux sollicitations, à l'engagement de tous qui me chagrine. Regardez nos rues, elles sont sales. Regardez nos écoles, elles sont sales. Et pourtant, on peut demander à l'ensemble des étudiants ou des élèves ou à l'ensemble de ceux qui bordent les rues de choisir une journée dans la semaine ou une journée toutes les 2 semaines pour faire des travaux collectifs d'assainissement. Non. Des travaux d'intérêt commun. D'intérêt commun, comme cela se disait. La révolution. Voilà. Et ce n'est pas le cas. Chacun est assis et c'est comme si quelqu'un
excusez le terme, avait fait les selles quelque part. Un autre arrive, il voit les choses, il tourne la tête, il continue, puis on laisse les pourritures se faire. C'est extraordinaire. Regardez l'avenue 56. On l'avait dégagée, on a goudronné, et puis on a laissé les gens se réinstaller. Si je parle des autres rues, on va dire comment les chasser, ils sont déjà installés. Non, mais l'avenue 56, tout était dégagé, c'était extraordinaire. On peut même planter des arbres, allez voir, c'est réoccupé, on ne peut même pas circuler, non, c'est inacceptable. On reste sur cette prise de parole de Salif Diallo qui dit que le pays quand même a besoin d'un climat social apaisé pour, dit-il, pouvoir mobiliser toutes les énergies disponibles pour servir la cause du développement. Vous convenez quand même de la justesse de cette déclaration, au contraire, est-ce que vous la refutez? Non, c'est une déclaration de bonne volonté, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut aller plus loin. Il y a eu tellement de professions de foi. Et quand on doit passer à l'acte, ça devient difficile. Le même Salif Diallo a eu à porter des critiques sur l'action gouvernementale et sur l'action de certains ministres. Ces critiques étaient les bienvenues. Si c'était l'opposition qui les avait faites, on allait crier encore à l'exagération, à la tentative de. Mais je pense que si une critique est fondée, si elle peut aider le gouvernement à avancer, elle doit être accueillie comme telle, comme une contribution. Mais si l'action gouvernementale rencontre du succès, ben, le peuple se reconnaîtra à travers cette action. Les gens pensent que l'opposition doit faire les éloges du pouvoir et qu'elle doit être le tambour du pouvoir. Mais il ne faut pas voir le monde à l'envers. Ce ne sont pas seulement les syndicats qui font monter la fièvre sociale. Il y a aussi ces groupes d'autodéfense appelés Kolweogo qui, dans le courant, en tout cas de la semaine dernière, ont carrément fait exploser le thermomètre à Thialgo et à Goundi notamment, pour une histoire de chèvre, de taxation des populations. À 700 000 francs, on s'est retrouvé avec pratiquement 6 morts sur les bras. Comment est-ce que vous avez vécu cette situation? De manière désolée. Je dis que si les habitants voient leurs troupeaux emportés par des voleurs et s'ils sont à la frontière, ces habitants ne vont pas courir à la gendarmerie, à la police pour dire « Ah, on est en train de traverser la frontière avec notre troupeau, venez arrêter les voleurs ». Ils peuvent mener une action immédiate et préventive, mais il faut rendre compte aux structures habilitées à prendre en charge ces questions-là. C'est pourquoi je dirais que dès lors que quelqu'un a attrapé votre voleur, vous ne pouvez que le remercier. Personne ne peut ne pas applaudir à l'arrestation d'un voleur. Mais si le voleur n'est pas un policier, si ce n'est pas un gendarme, si ce n'est pas quelqu'un d'une structure habilitée à agir... Celui qui a attrapé le voleur. Oui, si c'est mon voisin, eh bien, je vais applaudir, mais demain, si ce voisin se présente à moi pour m'arrêter, je vais lui demander qui es-tu? Je vais lui demander qui t'a donné les pouvoirs pour m'arrêter. Je vais me demander, dans mon quartier, là, est-ce qu'il y a des super citoyens? Vous savez, ça a commencé ainsi en Somalie avec les Chebabs. Les gens avaient commencé à applaudir. Et ça a commencé avec les Séléka en Centrafrique, qui ont produit les anti-Balaka. Et vous voyez ce qui se passe là-bas. Partout où il y a des mouvements d'autodéfense ou d'organisation autonome dans une société, ça commence toujours comme ça. Et moi, je souhaite qu'on puisse s'inspirer des exemples d'ailleurs.
et prendre ceux qui sont positifs pour sauvegarder l'unité nationale et la paix. Ce qui s'est passé à Thialgo est difficile à accepter. Comment voulez-vous que des citoyens aient identifié un voleur? Ils savent où il est, ils savent qui il est. Et qui leur a donné l'autorisation de fixer des sanctions, de fixer des amendes? Quelle est la règle de ces amendes-là? Il y a des structures habilitées à agir sur le terrain. Ces gens ne s'adressent pas à eux. Ils les contournent même pour aller régler en quelque sorte leur affaire. La réponse du gouvernement est venue sous forme d'une interdiction, en tout cas d'activité pour ces groupes d'autodéfense dans le Sangué et le Boulkemdé. C'est une réponse pertinente? Ça doit aller au-delà. Ça doit aller au-delà. Moi, je suis pour qu'on renforce les capacités de nos forces de défense et de sécurité. À la limite même, s'il y a des insuffisances, s'il y a des fautes commises par les membres de ces forces de défense et de sécurité, par exemple, qu'on crée une police des polices, qu'on forme davantage, qu'on sanctionne ceux qui ne font pas correctement leur travail, au lieu d'accepter l'aventure de gens dont on ne connaît pas les compétences. Et ce ne sont pas des gens dont on connaît la moralité. Il n'y a pas eu, dans le recrutement des corps, il n'y a pas eu d'enquête de moralité. On ne sait pas qui est qui. Et le groupe, brusquement, opère, et même en dehors de son espace géographique. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? On finit par être dans un cadre de danger permanent, puisque c'est une situation hors la loi. À qui se vouer, pour ne pas dire à quel sens se vouer. Je préfère les structures habilitées à défendre l'ordre et la sécurité publique, qu'on leur donne un peu plus de moyens, qu'on les encadre davantage. Et si les citoyens ont besoin d'être protégés, ces forces pourront le faire. Alors, sur les réseaux sociaux, cette semaine, c'est l'agression de l'artiste musicienne Adja Divine qui a fait le buzz. Accusée de vol d'enfants, elle a été lynchée par une foule en furie. Sous l'œil, en tout cas, de nos reporters Konsoum Koulibaly et Nyarkité Da, qui nous ont rapporté des scènes d'une violence extrême. Quel regard vous portez sur ce qui s'est passé, sur ce fait divers, anecdotique, mais quand même qui pose un certain nombre de problèmes? J'ai eu honte pour mon pays. J'ai eu honte pour mon pays parce que c'est une scène qui a frayé la chronique et qui s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Si on demande à un enfant de respecter sa mère, de respecter sa sœur, de respecter le féminin, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé. J'ai vu ce film-là. Et je l'ai vu en totalité parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas passer sur la chaîne nationale. C'est inacceptable. Et quand je le dis, ce n'est pas par mode que je le dis. C'est inacceptable que des hommes poussent une femme, la mettent à terre, lui arrachent ses habits et la piétinent. Et continuent de crier. Et même, il y en a qui ont décliné leur nom et leur prénom et qui ont dit, voilà, c'est moi. Je ne veux pas tomber dans la polémique inutile en disant que c'est un tel qui a raison, c'est un tel qui a tort. Je dirais simplement que Adja Dessongo n'aurait pas dû commettre le délit de fuite. Mais je dirais aussi que dès lors que la police interpelle quelqu'un, elle a le devoir d'assurer sa protection. Et visiblement, les policiers ont été débordés, il n'était que deux. C'est pourquoi j'ai dit que je ne veux pas entrer dans cette polémique-là, parce qu'il y a l'UNAPOL qui
qui a porté plainte contre Exactement, elle, parce qu'elle aussi, elle a porté plainte contre la police. Oui. Et il y a eu ce communiqué de la direction de la communication et des relations publiques, c'est de la communication. Chacun fait de la communication. De même que Adja, la divine, s'est présentée à une télévision avec son bébé, ce qui fait très émouvant. Ce que je dirais, c'est que grâce à la nouvelle ère d'éthique, nous avons suffisamment d'éléments pour permettre à la justice d'interpeller ceux qui ont voulu se rendre justice eux-mêmes ou qui ont voulu se substituer à la police, à la gendarmerie, aux forces de l'ordre et à la justice pour faire justice eux-mêmes. Et la justice suivra son cours. Parce qu'il est inadmissible qu'on puisse envisager un seul instant que cet acte ou que ces actes restent impunis. Tous les éléments sont là. Et on ne peut pas traîner. Justement, elle a été dénudée par cette foule. Les images ont été relayées sur les réseaux sociaux. Les uns et les autres ont partagé l'ensemble de ces images-là. C'est à l'enseignant de sociologie de l'information que je pose la question. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter de cette nouvelle dérive, on va dire, médiatique dans les réseaux sociaux? Vous savez, on a de tout dans les réseaux sociaux. On n'a pas besoin d'une permission pour aller sur un réseau social et raconter n'importe quoi. Il suffit d'avoir un Android ou un portable qui vous donne accès aux réseaux sociaux. Ce n'est pas la qualité. C'est toujours ce phénomène de participation qui donne l'autorisation, même aux plus médiocres, d'exprimer des sentiments qui ne sont pas forcément nobles. Et on ne peut pas arrêter ce phénomène-là, parce que c'est un phénomène mondial, c'est un phénomène tellement diversifié que c'est comme si on essayait d'arrêter l'eau de pluie avec ses mains. C'est un travail de longue haleine qu'on doit mener. Et ceux qui ont les capacités techniques et technologiques pour filtrer certaines images et certains textes le font, mais à quel prix? Et le résultat est à peine positif. Je pense que c'est un travail d'éducation de longue haleine. C'est un travail aussi de conscientisation des structures d'information et de communication. Et le citoyen, par l'éducation patiente, par aussi la sanction qui accompagne cette éducation, c'est ainsi que nous pourrons avancer, péniblement, mais sûrement. Ce n'est pas facile. Mais il n'y a qu'à... ça ne construit pas une maison. Hein. D'accord. Direction à présent le Sahel burkinabé à Gangaol, plus précisément, qui est un village de la commune rurale de Bani, où on a vu, le jeudi, si je ne m'abuse, ces images de population avec des machettes et puis des gourdins et des manifestants qui déclaraient soutenir leur maire, le maire en tout cas de la commune de Bani jusqu'à leur dernier sang. C'est exactement l'expression qui a été utilisée par l'un des manifestants. En cause, il y a justement ce conseil municipal qui n'a pas pu se tenir. Est-ce que vous estimez que ce genre de manifestation interroge la démocratie locale au Burkina avec l'ensemble des violences qu'on a vues dans un certain nombre de communes? Là encore, il faut se placer dans une perspective historique. Je ne prétends pas connaître toute l'histoire du Burkina, mais vous savez qu'à Barani, il y a deux formes de sociétés qui se sont côtoyées pendant longtemps. Une société de type féodal avec ceux qu'on considérait comme les serviteurs des régnants. Quand on amène le principe d'un homme, une voix, vous voyez très bien que ceux qui dirigent ne sont pas forcément les plus nombreux. Et que la manifestation du suffrage universel se fasse, forcément ce sera au détriment
d'une certaine catégorie de population. Et donc, dans l'approche paisible de la vie démocratique, dans la volonté de préserver la paix sociale, il faut que le pouvoir puisse avoir une vision et une démarche pédagogique. Il faut que, à la base, les gens puissent être rééduqués, si vous voulez, à la nouvelle citoyenneté, et que chacun comprenne que nous sommes en République, que nous sommes au Faso. Si les responsables de nos empires passés se levaient et disaient « Ah non, c'est moi qui ai droit à diriger ce pays-là », ça va être difficile. Ça va être difficile. La nouvelle citoyenneté est là, il faut qu'on s'y adapte. Mais il faut qu'on aide aussi ceux qui sont dans la mentalité de dominants et qui ne peuvent pas s'adapter automatiquement à la nouvelle situation, comprennent les enjeux et comprennent aussi que leur époque est passée. Même si vous êtes un sujet à Barani, à Bani plutôt, oui. Mais si vous êtes un sujet à Bani, à un moment donné, il faut que l'ancien patron social comprenne que ce sujet a la même valeur que lui sur le plan de la démocratie et que c'est des renoncements communs que naîtra la nouvelle paix et le nouveau visage du Burkina. C'est pas facile. On reste dans le Sahel burkinabé pour évoquer ce drame, on va dire, qui est intervenu dans la nuit de samedi à dimanche. Un fonctionnaire de police à la retraite qui a été abattu par, en tout cas, des individus pas véritablement identifiés. Un des assaillants a été abattu. La femme, donc, du policier à la retraite a été blessée. Le domicile du grand imam de Djibo a essuyé des coups, en tout cas de feu. Et toujours dans le Sahel burkinabé, à la frontière nigéro-burkinabé, cette fois-ci, il y a eu une attaque, en tout cas, qui a fait 2 morts du côté des forces de l'ordre nigériennes et un civil qui serait un burkinabé. On va dire que c'est, pour ces 48 heures, le tableau des actions de l'international terroristes dans notre sous-région. Comment est-ce que vous voyez un peu cette, on va dire, forme de, ces nouvelles attaques au regard quand même du recul qu'on avait observé suite à l'opération Panga? Bon, il y a le flux et le reflux. L'opération Panga ne s'est pas inscrite dans une dynamique pour enrayer définitivement le terrorisme. Ce n'était pas son affirmation. L'opération Panga a porté un coup aux terroristes. Mais il faut réfléchir un peu à la situation. Revenons un peu au Koglouéo. Si on ne sait pas qui sont les Koglouéo, si on ne sait pas qui fait partie du groupe, quels sont les critères de choix et autres, mais moi je suis l'habitant d'un quartier. Et il y a l'un des quartiers sains où récemment il y a des Koglouéo qui ont débarqué. À Saint-Léon, oui, où ils ont fait le coup de feu, effectivement. Oui, mais qui est le Koglouéo? C'est ça le problème. Quelle qualité il a? Il a une arme. Qui l'a autorisé à porter l'arme? Et quelles sont ses missions? C'est exactement ce qui se passe un peu dans le Nord. Et on ne sait pas qui est qui. Les terroristes, ton voisin peut être un terroriste faisant partie d'une organisation terroriste sans que tu ne saches quelle est sa véritable identité. Mais on va venir t'abattre. Et comme les gens ne savent pas qui est qui, personne ne voudra parler. Donc il faut un travail de cohérence au niveau de la sécurité. Un travail qui ne se réfère qu'au droit, qui mette en confiance les habitants pour que chacun puisse regarder dans la même direction.
Mais vous savez que nos sociétés sont aussi traversées par des visions contraires, des valeurs contraires. Je prends un exemple. Dans le Nord, il y a un ami qui m'a dit que la contre-propagande des terroristes se fait d'une certaine manière. Par exemple, les agents des eaux et forêts qui défendent la coupe abusive du bois. Mais quand les terroristes viennent, ils disent mais ces gens-là, pourquoi vous défendez de couper le bois? C'est eux qui ont planté les arbres. C'est Dieu qui a mis les arbres ici. Pourquoi ils veulent que vous ne coupiez pas les arbres? Et vous voyez que dans une certaine médiocrité de pensée, dans une certaine vision limitée, on ne comprend pas le combat qui est mené. Et on flatte les bas instincts et les gens épousent une dynamique qui est mortelle, qui est antisociale. Donc c'est un véritable travail de fond à mener. Ramener la confiance. J'emploierais un gros terme, éduquer les gens, les éclairer et les amener à comprendre que nous sommes des citoyens d'une même cité qui est le Burkina. Et que si nous ne nous battons pas quotidiennement en fuyant la facilité, nous ne pourrons pas construire des lendemains meilleurs pour nos enfants, ni même pour nous. Ni même pour nous, puisque le terrorisme est venu jusqu'à Ouagadougou. C'est comme ça que je pense que... Du Capuchino et oui, les choses sont liées. Alors, une autre question, il s'agit cette fois-ci du premier rapport semestriel de l'Observatoire burkinabé de la démocratie et des droits de l'homme qui est tombé ce jeudi. Les rédacteurs du rapport, en tout cas, estiment qu'il y a une régression de la liberté d'expression et des droits de l'homme dans notre pays. Ce sont des conclusions que vous partagez? Il est certain que sur certains fronts, il y a eu un recul. Le travail n'est pas facile. C'est une situation qui a évolué au fil des décennies et dont nous récoltons malheureusement les fruits amers. Quand vous voyez certaines personnes agir dans un esprit d'anarchie, dans un esprit d'individualisme exacerbé, avec parfois du désespoir. Mais je vous donnerai l'exemple des Palestiniens qui, dans le temps, ont des enfants qui ont grandi sous les bombes, qui n'ont pas à boire et à manger, qui ne savent pas ce que c'est que respecter la vie humaine quand ils ont 18 ou 20 ans. Vous voulez qu'ils se conduisent comment? Leur esprit, leur philosophie, tout est tourné vers la violence et la vengeance. C'est pourquoi je dis que c'est un long travail. Et malheureusement, les hommes éclairés ne se trouvent pas partout. La quantité souvent surplombe la qualité et parfois la passion aveugle même ceux qui sont les plus éclairés et qui ont parfois des intérêts ponctuels. C'est pas tout le monde qui a l'esprit de sacrifice. Hein. Et c'est pourquoi je pense que c'est un travail d'ensemble que nous devons mener. Chacun de nous doit se sentir concerné. Mais il faut que tout cela s'organise. Il faut que les gens aient confiance en leur force de défense et de sécurité. Il faut qu'ils aient confiance en leur justice. Si vous vous levez, vous allez voir un gendarme ou un policier, vous dites « Ah, chez mon voisin, là, un dépôt d'armes, vous ne savez pas à qui vous vous adressez, vous ne savez pas quelle peut être la suite. » C'est comme en journalisme. Si vous allez confier une information à un journaliste qui est trop bavard ou qui est assez maladroit et qui va vous vendre en quelque sorte, et qui va trahir le secret de l'information, ne vous en prenez qu'à vous-même. Vous voyez que ce n'est pas facile. Hein. Alors, le rapport met la justice burkinabé sur la sellette, en l'occurrence, en tout cas la Haute Cour de justice
qui est en charge du jugement du dernier gouvernement de Blaise Compaoré, ainsi que le tribunal militaire. En fait, pour les auteurs du rapport, ils accusent carrément ces deux juridictions de violer les droits de l'homme. Est-ce que c'est une conviction que vous partagez? Là encore, ce n'est pas facile. Il faut que nous ayons la conviction que nous devons être dans une société de droit, où le droit s'applique de manière impartiale à tout le monde. Nous étions au CNT, quand nous sommes penchés sur les textes de la Haute Cour de justice. Ces textes rendaient la Haute Cour de justice inopérationnelle. On ne pouvait pas fonctionner avec ces textes-là. Est-ce que ça a été fait exprès? Et vous vous souvenez que la personne qui était à la tête de la Haute Cour de justice, même, c'était un agent des sports. C'était une dame. C'est pour vous dire que si on planifie le caractère non opérationnel d'une juridiction de cette importance, il ne faut pas s'étonner qu'après, ceux qui vont suivre soient obligés de la rendre opérationnelle. Et on ne peut pas leur en vouloir en disant, voilà, cette nouvelle juridiction... Vous l'avez rendu anticonstitutionnel, c'est ce que vous avez reproché. Bon, voilà le problème. En tout cas, moi je pense qu'on doit appliquer le droit. Et le jugement qui est en cours, je souhaite qu'on applique le droit, rien que le droit et tout le droit. Il y a deux éléments dans le fait que vous venez d'évoquer. Il y a la dimension judiciaire et il y a la dimension morale. Le délinquant en col blanc, c'est qui? C'est celui qui jongle à travers les textes, qui est coupable, mais que le droit ne peut pas coincer. Je pense que la dimension morale doit être prise aussi en compte. Si on doit juger ce gouvernement, qu'on le juge de manière légale, de manière normale, conformément à la Constitution. Et je dis, c'est inacceptable les morts de l'insurrection. Et je dis que même si on les excuse, il y a la sanction morale de la population. Parce qu'il faut qu'au cours de ce jugement, qu'au cours de ce débat, on situe clairement les responsabilités, individuelles autant que collectives. Et à partir de là, le peuple verra l'état réel de fonctionnement de la République. Et quels sont ceux qui ont eu des faiblesses à un moment ou à un autre. Et même ceux qui sont allés au-delà de ces faiblesses pour être les véritables acteurs ou les artisans de la mort des victimes de l'insurrection populaire. Ma conscience m'interdit d'accepter que ces morts passent par pertes et profits. Mais je veux que le droit soit dit. Et que tout le droit soit dit. Pour que demain, on ne puisse pas emprunter des raccourcis pour répéter la même chose. Au regard de la tournure des événements, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que la chose a été mal ficelée depuis le départ? L'enfant marche, tombe, apprend à marcher, se relève et marche. Au niveau du CNT, nous avons fait un diagnostic que les agents, les premiers concernés du ministère de la Justice ont eux-mêmes fait. Ils ont posé le diagnostic du fonctionnement de la justice dans notre pays. Ils ont relevé un certain nombre d'insuffisances et ils ont décidé de corriger. Bon, faisons-leur confiance. Faisons confiance à la Haute Cour de justice. C'est sur le terrain qu'on verra quels sont les résultats.
A priori, on ne peut pas dire que c'est pas bon ou que parce qu'il y a des faiblesses ou que ça a mal démarré. Vous savez, il y a des voitures qui démarrent difficilement une fois que c'est lancé. C'est la compétition. Sans transition, je voudrais qu'on aborde à présent l'actualité internationale, à commencer par le Gabon, où le dialogue politique s'est achevé à peu près après 2 mois de travaux. Le dialogue, en tout cas, a débouché sur, je ne sais pas si on peut appeler ça un consensus. Toujours est-il que la décision a été prise de permettre un second tour pour la présidentielle gabonaise. Exit par contre le septennat, le mandat de 5 ans. Disons, exit plutôt le quinquennat, le mandat de 7 ans est maintenu, voilà, et la limitation du mandat aussi n'a pas été acceptée par les acteurs du dialogue. Comment est-ce que vous analysez, on va dire, ce dialogue entre les partisans de Ali Bongo Ondimba, on va dire? Oui, je vous ai laissé terminer la phrase. Est-ce que c'est un dialogue? Ben, c'est peut-être un monologue. Ça s'appelle en tout cas un dialogue politique. C'est un monologue. La situation au Gabon, je la comparerai à ce que la sagesse Mouaga exprime. Chez les Mossé, on dit que si tu n'as pas la force pour t'opposer au voleur, ben, accompagne-le en prenant tes propres affaires pour les lui donner. Ce que Ali Bongo a fait, manifestement, c'est un hold-up sur les élections présidentielles. Il ne peut pas, après ce comportement-là, après ce mauvais coup, demander que ceux qui, apparemment, sont les vainqueurs de cette même élection, viennent s'associer à lui pour un dialogue. C'est la délinquance confirmée et c'est vouloir que la victime vienne sanctifier le bourreau. Casimir Oyemba, qui a soutenu la candidature de Jean Ping, ancien Premier ministre gabonais, a demandé quand même à Ping et à Ali Bongo de se parler. Pour sauver, on va dire... Mais pour sauver quoi? Pour sauver la saleté qui s'est faite. Non, je pense que c'est difficile. Bon, il a eu une position de principe probablement, mais vous savez, le monde politique est parcouru par des lièvres, des chimpanzés, des caïmans, des animaux venus de toutes parts. Regardez ce qui s'est passé en France. Rappelez-vous ce que le Premier ministre et d'autres ministres ont dit de Macron, le nouveau président. Mais quand on les a nommés, ils n'ont pas refusé. C'est véritablement une situation décevante au Gabon. Et il est souhaitable que les hommes au pouvoir n'utilisent pas tous les artifices du pouvoir pour se maintenir au pouvoir et vouloir coûte que coûte que ceux qui n'ont pas l'armée avec eux, ceux qui n'ont pas la police avec eux, ceux qui n'ont pas les forces de défense avec eux, aillent à Canossa. C'est-à-dire viennent s'agenouiller devant le bandit-chef. Excusez-moi le terme. Il faut que la mentalité change. Il faut que les gens se convainquent que ce n'est pas l'argument de la force qui doit s'imposer. Je me rappelle en 68, quand je passais le bac, on m'avait posé cette question en philosophie et l'affirmation était que entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. Et il est dit aussi qu'il faut faire en sorte que le droit soit fort. C'est cette problématique que nous vivons à travers l'Afrique par rapport à ce qui se passe au Gabon, au Congo, au Brazzaville, bon, au Congo démocratique et dans d'autres États. Bon. Vous savez, le monde n'est pas fait que de prêtres et d'imams. Hein. Ce n'est pas
le monde n'est pas un couvent. Et même dans les couvents, les choses peuvent se passer. Il est dit aussi que parfois, c'est à l'église que le diable a les cornes les plus longues. Merci, M. Bazé. Je pense qu'on termine là-dessus. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.